Donc dernière ligne droite dans cette petite exploration des cycles du Soleil et de ses calendriers antiques. Est-ce que, bon déjà, l'astrophéologie, il y a des moments où on a un peu envie de leur donner raison quand même. Il y a des histoires qu'on nous raconte qui ont l'air de effectivement faire allusion à des événements astronomiques. Un cas, alors tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est le mythe de la déesse lointaine qui part vers le sud en Égypte. C'est lié au mythe de l'œil de Ré, où il y a Hathor qui détruit des rebelles, enfin elle massacre plein de gens, et puis quelqu'un lui apporte, je crois, de la bière, et puis du coup ça peut la calmer un petit peu, quelque chose comme ça. Ça ressemble un peu à ces mythes du déluge qu'on trouve au Proche-Orient. Bref, elle a été identifiée par différents chercheurs, soit à la crue du Nil, à Philae, sur l'île de Philae, le temps c'est assez clair, au soleil d'hiver ou bien à la lune. Donc le fait qu'elle parte et qu'elle revienne, bon, on a peut-être ce mouvement-là. Ou un autre cas assez similaire, c'est celui, c'est de nouveau un mouvement, mais c'est Apollon, qui est un dieu solaire. Il nous dit qu'il part au nord, au milieu de l'été, chez les hyperboréens, et qu'il revient un an après. Alors il ne part pas vraiment d'un solstice à l'autre, c'est ça qui nous arrangerait vraiment pour ce genre de théorie, mais il part quand même vers le nord, donc on se dit peut-être que c'est lié au mouvement du soleil au fil de l'année, vu qu'il part au nord, etc. Mais Bilic, qui fait tout un article là-dessus en 2012, il part du fait qu'il y a une note, une scolie qui dit que justement Apollon part au milieu de l'été, et après avoir examiné toutes les preuves, les théories, croisé des choses, etc., avec beaucoup d'érudition, il est obligé de conclure, nous restons malheureusement coincés avec le milieu de l'été comme notre seule information calendaire quant à l'arrivée supposée d'Apollon du Nord à Delphi. Autrement dit, même dans un cas qui est quand même assez documenté, hein, la religion grecque a quand même beaucoup de documents, on n'arrive pas à coincer ça sur le solstice. Et la logique n'est pas toujours la même, parce que là, il part d'une année à l'autre, on s'attendrait à ce qu'il parte d'un solstice à l'autre, ça nous arrangerait plus. Mais donc reprenons le passage de Macrobe qu'on a vu avant, mais en entier. Il dit pas seulement que le soleil est un enfant ou un bébé au solstice, il nous dit que vers l'équinoxe de printemps, les journées du soleil augmentent, semblable à un adolescent, il acquiert des forces, on le représente comme un jeune homme. Au solstice d'été, il est à l'âge adulte, figuré par la barbe, et les diminutions des jours le font ensuite ressembler à un homme vieilli, ce qui est la quatrième figure sous laquelle on représente le dieu. Autrement dit, Macrobe nous présente une vision du cycle de la vie du soleil, qui serait un adolescent au printemps, un adulte, ensuite il vieillirait en automne parce que le soleil faiblit, et puis, est-ce qu'il meurt ou est-ce qu'il renaît, mais en tout cas il deviendrait un enfant. Donc une espèce de vision cyclique de sa vie, qui aurait peut-être un certain intérêt pour nous, parce qu'on se dit que bon, au lieu de fêter les étapes de la vie du Christ au fil de l'année, comme le font les chrétiens, ils fêteraient les étapes de la vie du soleil. Excusez-moi. Le truc, c'est que comme je vous le disais plus tôt, dans le monde gréco-romain comme en Égypte, l'analogie qui est faite entre les âges de la vie et le cycle du soleil, c'est toujours le cycle quotidien du soleil. C'est-à-dire que oui, le soleil est un enfant le matin, un homme adulte à midi, et le crépuscule est associé au froid de la vieillesse, mais c'est toujours le cycle du jour, matin, midi et soir. Typiquement, pensez à l'énigme du Sphinx. Qu'est-ce qu'il y a 4 pattes le matin, 2 pattes à midi et 3 pattes le soir? C'est l'homme, parce qu'il marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à l'âge adulte, et il a une canne quand il est vieux, donc il a 3 pattes. Mais c'est les âges de la vie de l'homme et les phases du soleil durant la journée. Ce qui est toujours le cas en Égypte, pratiquement. Il existe une analogie entre l'année et les âges de la vie avec les saisons. Une analogie qu'on retrouve chez Ovide dans ses Métamorphoses, mais qui est aussi attribuée à Pythagore par Diogène Laërce, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce que bon, Pythagore, c'est plus ses disciples qui lui attribuaient des idées. Mais il dit que Pythagore partageait la vie en tranches de 20 ans, l'enfant qui correspondait aux saisons, l'enfance au printemps, l'adolescence à l'été, la jeunesse à l'automne et la vieillesse à l'hiver. Par adolescence, il entend la puberté, et par jeunesse, l'âge viril. Donc autrement dit, on a une vision, pas liée au soleil ici, mais des 4 âges de la vie et des 4 saisons qui seraient connectées. Est-ce que quelqu'un aurait combiné ces deux visions, les 4 saisons et les âges de la vie, le cycle solaire journalier et les âges de la vie,
pour nous donner ce que Macrobe nous décrit, le cycle annuel du Soleil et les âges de la vie. Est-ce que quelqu'un a eu cette idée avant Macrobe au 5e siècle, ce qui est déjà vachement tard en ce qui nous concerne? Stefan Weinstock a avancé une théorie à partir d'un calendrier très particulier à ce sujet. Dans un article de 1948, A New Greek Calendar and Festivals of the Sun. Il s'agit du parapegme d'Oxford qui se trouve dans le Codex Barocianus 131, au folio 423, au recto et au verso, qui sont donc des extraits d'une compilation faite par Michael Psellos, un érudit byzantin, donc au XIe siècle. Il a compilé plein d'écrits différents et dans le tas se retrouve un calendrier très particulier qui est un parapegme avec aussi une brontologie qui parle notamment de quel jour on trouve du tonnerre, des choses comme ça. Et ce calendrier, il a essayé de le situer, notamment avec les dates qu'on trouve dedans. Le 1er mars, il y a une fête d'Arès, donc il est en grec. Donc le 1er mars, une fête de Mars, c'est logique. Mars était fêté, le 1er mars, c'était surtout un festival militaire à Rome, donc les soldats le fêtaient. Le 9 mars, la navigation d'Isis. C'était une fête qui marquait l'ouverture de la saison de la navigation et qui était liée à Isis comme patronne des marins, ce qui était assez courant dans le monde romain. C'était plutôt aussi le 5 mars, quoi. Le 20 août, le Nouvel An égyptien, qui va être assez important, et le 23 septembre, le Nouvel An. Alors, Nouvel An, le 23 septembre, c'est quelque chose qu'on trouvait dans l'Est de l'Empire romain, parce que c'était l'anniversaire d'Auguste, et c'était devenu, dans l'Est de l'Empire romain, le Nouvel An. Nouvel An égyptien le 20 août, je vous ai parlé des décalages du calendrier tout à l'heure. C'est arrivé que le Nouvel An égyptien tombe le 20 août, en l'an 15 de notre ère. Alors évidemment, on pourrait reculer 1460 ans avant, ça n'a pas l'air de faire beaucoup de sens, ou 1460 ans après, c'est pas possible. Donc Weinstock considère que ça permet de dater le calendrier, même s'il est très abîmé, transcrit par Psellos, et on ne sait pas trop où il l'a trouvé. Il considère que c'est un calendrier qui daterait de l'an 15 de notre ère. Donc ce serait extrêmement vieux par rapport à nos autres documents. Je ne sais pas si on est convaincu par cet argument, mais il faut dire que, en termes de logique interne, ça semble tenir debout. Bon, et ce calendrier nous parle-t-il de la naissance du Soleil? Pas vraiment. Au solstice, il n'y a rien de particulier. Natalis Invicti, Eliugenethlion, pas grand-chose de ce côté-là. Par contre, il y a 2 mentions sur le cycle du Soleil, apparemment symétriques, qui sont très intéressantes. Le 12 avril, on nous dit Ipsoma Heliou, exaltation du Soleil. Et le 22 novembre, on nous dit Heliodoucia, coucher de Soleil. Alors le Soleil se couche tous les jours, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Donc le fait qu'on le mette dans un calendrier, ça laisse entendre qu'il ne s'agit pas simplement du coucher quotidien du Soleil. Les 2 termes ont l'air de se répondre, un au printemps et un en automne, un qui parle de l'exaltation du Soleil, de sa puissance, et un qui parle de son coucher, de sa diminution, et donc de son déclin. La première notion n'est pas très mystérieuse. Ipsoma, c'est une notion, l'exaltation, c'est une notion astrologique, qui est assez standard. C'est qu'il y a un point sur le zodiaque qui marque la culmination du cycle d'un astre. Typiquement, là, vous avez les exaltations des différentes planètes, des différents astres. Il y a un point où un astre est au maximum de sa force et de sa culmination et de son processus, et il y a un point où il est au contraire en dépression, et il est au plus bas dans sa force. Et c'est généralement symétrique, donc à des points opposés du zodiaque pour les différents astres, et pour les astres qui sont complémentaires, ce sera des points opposés. Par exemple, ici, une citation de Ptolémée, une des grandes références de l'astrologie, qui nous dit que l'exaltation du Soleil est au Bélier, puisque quand il y passe, les jours croissent et qu'il commence à échauffer davantage les corps. Au contraire, la dépression du Soleil a lieu dans la Balance pour les raisons opposées. Quant à Saturne, c'est l'inverse. Saturne est en exaltation de la Balance et en dépression dans le Bélier, parce que Saturne a des propriétés opposées à celles du Soleil. Là où le Soleil est chaud, Saturne est froid, etc. Et donc, ils se répondent de cette manière. Et pour notre calendrier, ça colle assez bien, parce que Upsoma Helios, le 12 avril, ça colle très bien, puisque le signe du Bélier court du 21 mars au 20 avril, donc ça peut correspondre au 19e degré du Bélier. Par contre, pour l'Héliodoucia, ça ne marche pas tout à fait, parce que le signe de la Balance,
c'est entre le 23 septembre et le 23 octobre. Donc là, on est un mois après la fin du mois de la Balance. On est bien dans le Scorpion. Donc ça marche très bien pour Ipsoma Helio. C'est une exaltation, c'est une notion astrologique qui a l'air tout à fait standard. Pour Heliodoucia, il faudra creuser peut-être un peu plus. Lorsqu'on parlait de notre fête des Brumas et des Brumalia, notre épisode sur les Brumalia, donc c'est une fête qu'on trouve surtout dans l'est de l'Empire romain, et c'est assez intriguant parce qu'elle se présente comme une vieille fête romaine, elle s'appelle Brumalia, elle a la forme en alia comme les Saturnalia, Agonalia, etc. Mais on en trouve des traces que basiquement à l'époque chrétienne. Et donc on disait c'est ironique parce qu'elle se présente comme une vieille fête païenne et tout, mais c'est tout à fait possible qu'elle ait existé qu'à l'époque chrétienne sous cette forme en tout cas. C'était une fête où pendant un mois avant les Saturnales, on fêtait chaque jour une lettre de l'alphabet. Il y avait 24 jours, 24 lettres de l'alphabet grec. Et si c'était votre initiale, si c'était le jour de votre initiale, eh ben c'était votre fête, vous deviez offrir des banquets, des choses comme ça. Et c'était un mois de festivité, typiquement à l'époque de Justinien. Mais on ne comprenait pas trop pourquoi, parce que Bruma, en fait, Bruma, c'est une compression de Brevissima, la plus courte. Bruma, ça veut dire littéralement le solstice d'hiver. Et donc on avait des calendriers, comme le calendrier philocalien ou le calendrier de Polemius Silvius, qui disaient Bruma le 24 novembre. Pourquoi ? C'était le début des Brumalia, mais si les Brumalia sont nommés d'après le solstice d'hiver, pourquoi est-ce qu'elles commencent un mois avant ? C'était un peu bizarre. On se disait, bon, on penserait qu'elles seraient centrées sur le solstice d'hiver, ou au moins qu'elles iraient jusqu'au solstice d'hiver, mais elles s'arrêtent un peu avant. Sauf que le parapegme d'Oxford nous en fournit peut-être la clé. Si on imagine que ce moment de fin novembre, en fait, c'est un moment où le Soleil entre dans une phase particulière de son déclin quand il s'approche du solstice. Cette Heliodoucia, elle est peut-être tout à fait liée en fait à cette mention de Bruma le 24 novembre. Donc il y a des gens qui vont dire, même qu'ils ont pris cette notion littéralement et qui ont dit ça montre bien qu'ils ne savaient pas quand était le solstice puisqu'ils mettent Bruma le 24 novembre, mais clairement c'est pas ça, et là c'est un usage rituel. Il y a aussi le calendrier de Claudius Tuscus, qui serait un calendrier étrusque préservé par Jean le Lydien au VIe siècle, donc c'est très tard, et on se méfie un peu, parce que notamment il donne les jours des mois, et il donne la longueur des mois qui correspond à la réforme du calendrier julien. Donc ça montre que le calendrier a en tout cas été modifié après, quoi. Mais dedans, il a 2 entrées en novembre, 24 novembre, Proimia tesque merines torpes, prélude au solstice d'hiver. Donc toujours le 24 novembre, et puis le 9 novembre, il a Caecer merines tropes, et solstice d'hiver. Mais là, on a un problème, c'est que trope, le solstice, ça veut dire tournant, parce que on a vu le cycle du soleil avant, le soleil il va jusqu'au nord ou il va jusqu'au sud, et après il tourne et il revient vers nous, quoi. Donc c'est pour ça que le solstice s'appelle trope tournant. Et Keimerines, ça veut dire hiver ou hivernal, mais ça peut aussi vouloir dire orageux. Donc en fait, Keimerines tropes, ça pourrait aussi vouloir dire tournant orageux. Donc il y a toujours le doute. Maintenant, je pense que le fait qu'on ait ces mentions similaires entre Bruma, prélude au solstice d'hiver, coucher de soleil, peut-être qu'on a affaire à un phénomène lié. Donc ce serait que un mois avant le solstice d'hiver, le soleil passe dans une phase particulière. Il décline particulièrement, il s'approche particulièrement du solstice, et peut-être qu'on célébrerait ici sa vieillesse, sa mort, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre. Macrobe nous témoigne d'ailleurs d'une idée où le soleil passerait dans l'hémisphère inférieur. C'est-à-dire qu'à mesure qu'il va vers le sud, il irait éclairer, quand il serait dans les signes hivernaux, il passerait dans l'hémisphère inférieur. Et il nous dit que même il change de nature, que dans l'hémisphère supérieur, pendant le jour, on l'appelle Apollon, et dans l'hémisphère inférieur, on l'appelle Dionysos, qui est le même que Liber Pater. Donc, la nuit, le soleil s'appellerait Dionysos. Encore une fois, là, il nous parle du cycle journalier, jour et nuit tous les jours. Mais, quand il parle d'Adonis, on a tout un épisode sur Adonis aussi, il nous dit que Adonis, évidemment, encore une fois, c'est le soleil. Lorsque le soleil est dans les signes inférieurs et que par conséquent les jours sont plus courts, la déesse est censée pleurer la mort temporaire et la privation du soleil, enlevée et retenue par Perséphone, que nous regardons comme la divinité de l'hémisphère inférieur, appelée par nous Antipode. Autrement dit, cette vision du monde où le soleil dans l'hémisphère inférieur change de nature pourrait être liée à l'hiver, qu'il serait enlevé, retenu dans l'hémisphère inférieur, et peut-être que ce coucher de soleil, ce serait justement le passage
dans cette zone particulière du ciel qui lui ferait que le soleil changerait de nature. Bon, là, on ne parle plus de son vieillissement ou de son rajeunissement. Il y a de nouveau un fragment de Porphyre préservé par Eusèbe de Césarée, qui nous dit, donc le néoplatonicien Porphyre, que là, il y aurait toute une histoire qui serait liée aux semences qui sont dans la terre pendant l'hiver. Et en hiver, en fait, le soleil il va vers le sud, et puis du coup, il va chauffer la terre par en dessous, et ça va permettre aux graines de germer au printemps, quoi. Il nous dit que le soleil quittant pendant l'hiver notre hémisphère pour réchauffer l'hémisphère inférieur entraîne en quelque sorte avec lui cette propriété des semences, et on a donné le nom de Perséphone à la propriété qu'ont les semences de se conserver, et le nom de Hadès au soleil, lorsqu'il va sous la terre échauffer un monde inconnu pendant le solstice d'hiver. Et il dit que c'est là l'origine de l'enlèvement de Perséphone. Donc entre Macrobe, Porphyre et compagnie, on a cette idée qu'en fait, non, le soleil, là on n'est plus dans le rajeunissement, vieillissement, mais en fait il va sous la terre éclairer l'hémisphère inférieur. Et donc peut-être que ce coucher de soleil fait référence à ce passage dans cette phase particulière de son cycle. Alors, il faut dire que là, j'attire quand même votre attention là-dessus, mais on a plusieurs conceptions qui sont incompatibles. Enfin, incompatibles peut-être pas, on peut les faire coexister. Mais on a d'une part l'idée du soleil comme un enfant au solstice, Plutarque, qu'Épiphane et Macrobe. On a une notion astrologique, d'exaltation à un point particulier du cycle de l'astre, qui n'est pas tout à fait liée aux autres, parce que l'astrologie, ce n'est pas tout à fait des conceptions naturalistes. On a une idée de mort du soleil. Alors on ne dit pas qu'il est mort, mais il passe dans l'hémisphère inférieur, il va aux enfers, donc c'est quand même un peu pareil, une espèce de mort temporaire, comme le dit Macrobe en liant à Adonis, et il devient Dionysos ou un autre dieu comme Hadès. Donc c'est pas tout à fait la même chose de dire c'est un enfant, non, il se transforme en un autre dieu, non, il passe sous l'hémisphère inférieur, et non, en fait c'est juste un point du cycle du soleil où son influence astrologique est plus forte. Pas tout à fait la même chose. Disons, le soleil qui passe dans l'hémisphère inférieur et l'exaltation, on pourrait les lier parce que l'exaltation, Ptolémée, il l'explique de manière naturaliste. Il dit c'est le moment où le soleil chauffe plus dans le bélier, c'est un point particulier de son cycle. Donc l'exaltation, on pourrait la ramener à une explication naturaliste, un peu comme celle de Porphyre. Mais en dehors de ça, c'est des visions assez incompatibles. Et je trouve que dans les gens qui présentent ce dossier, il y a un peu une tendance à jouer des tours de passe-passe et à passer de l'une à l'autre comme si elles étaient parfaitement équivalentes. Alors que, sans vouloir exagérer non plus le rôle des différences, dans les mythologies anciennes, il y a plein de choses qui coexistent, je trouve que ce n'est pas tout à fait la même histoire. Votre niveau de batterie est faible. Oups. Est-ce que j'ai réussi à brancher mon ordi ? On va bien voir. Mais peut-être que le soleil n'est pas Saturne ou Dionysos, enfin peut-être que le soleil n'est pas Hadès ou Dionysos, mais certains ont plutôt proposé qu'il serait Saturne. Pourquoi ? Parce que dans l'astrologie mésopotamienne, ce qui avait été avancé par les pans babyloniens, puis notamment Maurice Jastrow, Franz Boll, plus récemment Lewis et James dans un article de 2013, c'est que dans cette astrologie, il y a des observations qui sont faites la nuit et qui mentionnent le soleil. Puis vous dites, c'est pas possible parce que c'est clairement la nuit. Enfin, c'est des phénomènes qui pourraient pas être vus parce qu'on dit, le soleil, il est à côté de cette étoile. Puis vous dites, c'est pas possible parce que s'il était à côté de cette étoile, vous la verriez pas, quoi. On serait en plein jour et on verrait pas les étoiles. Et en fait, ce soleil de la nuit, ça semble être la planète Saturne. C'est assez systématique. Et donc, dans la période entre 750 et 612 avant notre ère, on a des mentions de Saturne comme Mul-Utu, donc l'étoile du soleil, suivant les cunéiformes utilisés. Et ça a été répété par l'astrologie gréco-romaine en long, en large et en travers. Ptolémée nous dit, il parle de l'Orient, il dit, il vénère Saturne comme Mithras Hélios, mais c'est aussi dans l'Épinomys du pseudo-Platon, le Diodore, l'Ardodoxe, le pseudo-Ératosthène, Hygin, j'en passe. L'article de Lewis et James de 2013 rassemble tous ces témoignages-là. C'est une association qui a été parfaitement répétée. Pourquoi ? Parce que Saturne, c'est une planète qui met 30 ans à faire un cycle complet. Elle n'est pas très brillante. En fait, même en Mésopotamie, on l'appelle l'étoile noire. Alors, Lewis et James disent qu'il faut plutôt penser, peut-être qu'il faut traduire étoile grise, dans le sens où elle est justement pas très brillante, elle est un peu terne comme luminosité, quoi. Mais ce qu'ils proposent, c'est que c'est plutôt sa stabilité qui aurait fait qu'on l'aurait choisi comme équivalent du Soleil. Parce que si on devait choisir un équivalent du Soleil, c'est la Lune, c'est pas compliqué. Hein. Mais pourquoi Saturne ?
Le nom babylonien de Saturne, c'est Kayamanu, qui veut dire basiquement lente, stable, ouais, bien décidée, quoi, qui a une orbite lente. C'est que, comme il le remarque, elle a une trajectoire qui est la plus proche de celle du Soleil, de notre point de vue. Ni le Soleil ni Saturne ne passent par des phases croissantes et décroissantes comme la Lune ou Vénus. Ils ne sont pas confinés aux portions occidentales ou orientales du ciel, au coucher du Soleil, comme Vénus ou Mercure. Donc Saturne traverse tout le ciel. Ni le Soleil ni Saturne ne sont sujets au mouvement rétrograde. Donc vous savez, Mars, Vénus, Mercure, vous les voyez faire des boucles depuis la Terre. Parfois des boucles assez erratiques. Saturne n'en fait pas des aussi frappantes. Et on la voit quelque chose comme 11 mois pendant l'année. Elle est généralement visible. Donc c'est cette stabilité en quelque sorte qui fait qu'on l'aurait choisi comme équivalent du Soleil. Donc Saturne égale Soleil dans l'astrologie mésopotamienne répétée par les Gréco-Romains, et dans la Moulapine, qui est donc un traité astrologique de 1000 à peu près avant notre ère, on nous dit déjà que Saturne et le Soleil ont des résidences opposées dans le ciel. Que Saturne réside dans la Balance, et parfois elle est appelée la Balance ou l'étoile de la Balance, tandis que le Soleil réside dans le Bélier. Et comme on l'a vu tout à l'heure chez Ptolémée, c'est une conception qui a été reprise par l'astrologie gréco-romaine dans la doctrine des exaltations et des dépressions, de façon un peu plus précise, parce qu'il y a aussi la dépression. Tandis que dans l'astrologie mésopotamienne, c'est juste leur endroit préféré du ciel, quoi. Enfin, ouais, il y aurait encore la question des maisons des astres qui est différente de l'exaltation et de la dépression. Mais on voit une continuité en fait dans cette association, et probablement d'ailleurs en fait que c'est parce que Saturne et le Soleil ont été considérés comme régnant sur des parties ou étant liés à des parties opposées du ciel qu'ensuite on a pu développer tout ce schéma autour. Maintenant, bon, Saturne, ça nous arrangerait parce que ça a cette vieille tradition mésopotamienne, bon, elle n'a pas forcément beaucoup de continuité. Il faudrait qu'on trouve des trucs rituels qui nous montrent que Saturne et le Soleil sont considérés comme équivalents pour expliquer ce genre de fête. Alors, il y a des rares traces de rituels. Il y a un autel à Chronos Hélios, donc Saturne, Soleil, attesté sur une stèle au Liban du IIIe siècle. Il y a un autel du même genre qui est attesté dans une inscription à Olympie. Dans les faits, si vous cherchez des trucs sur Hadès, Hélios, vous en trouvez aussi, enfin, des associations de dieux. Il y a un peu tous les dieux qui ont été associés, hein, mais c'est une association très minoritaire et on en trouverait beaucoup qui seraient aussi bien représentés que ça, quoi. On aimerait en avoir plus si on voulait pour prouver à quel point c'est répandu. Weinstock et d'autres ont invoqué des statues et des images. Alors c'est toujours difficile à interpréter, notamment le Jupiter héliopolitain, donc Héliopolis, Baalbek au Liban, qui était un centre cultuel. Et il y avait un Jupiter assez particulier où il y avait des représentations dessus. Et puis il nous dit, bon, bah, vous regardez ce bronze de gras, ah bah, il y a le Soleil et la Lune, et puis il y a un Saturne. Ah bah, ça prouve l'association entre Jupiter, le Soleil et la Lune. En fait, c'est un Jupiter solaire, mais c'est aussi Saturne. Sauf que si vous regardez certaines autres formes, comme celle que vous avez à droite, qui est au Louvre, bah, en fait, il a les 7 planètes. Il y a le Soleil, la Lune, Saturne, Mercure, Mars, Vénus, Mercure en bas, Vénus, Jupiter, Saturne, Mars, Vénus. Donc vous avez les 5 planètes et les deux, le Soleil et la Lune, dessus. Donc le fait qu'il y ait Saturne sur un, bon, c'est peut-être juste qu'il est... ça ne nous fait pas un lien, ça ne nous permet pas de voir un lien absolu entre les deux figures. Dussault et Cumont l'ont trouvé sur l'hôtel Palmyrène du Capitole. Donc c'est un hôtel qui est au Capitole, mais qui venait de Palmyre. Il y a une inscription en araméen dessus, je crois. Et ce que Cumont et Dussault disaient, c'est, ah bah regardez, il y a le soleil qui s'élance sur son char, c'est le soleil levant. Il y a l'aigle avec une figure solaire, c'est le soleil de midi quand il est au zénith et qu'il culmine. Et puis il y a Saturne, donc une figure avec un capuchon et puis une faux, enfin une faucille, c'est clairement Saturne. Et bien c'est la preuve que c'est le soleil de la nuit. Ah ah, vous ne pouvez pas nier, il y a une bande dessinée, des cases comme ça qui nous font la séquence. Bon, il y a encore une espèce d'arbre ou de buisson là, ça représente quoi? Bon, si vous regardez C'est pas sourcé, vous avez peut-être deviné ce que ça allait être. Cumont, il nous dit, bah, c'est l'arbre de Noël, pardi. Bah, c'est évident, parce qu'il dit, oui, non, mais l'Alitarque devait planter des cyprès, puis il voulait les planter qu'en hiver, mais s'il les plantait en hiver, bah, c'est la preuve que, en fait, c'est le moment où c'est, bah, du coup, c'est ainsi que le cyprès devint l'arbre de Noël des Syriens. Donc j'aime beaucoup c'est un passage qui, honnêtement, qui m'a fait, la première fois que je l'ai lu, il m'a fait exploser de rire, parce que je m'y attendais pas du tout, et que c'est un passage assez laborieux et long, puis je me dis, mais d'où est-ce qu'il veut en venir? Et puis quand il tombe là-dessus, je me dis, mais c'est génial, encore une fois, on tombe toujours sur l'origine païenne de tout, alors que, si vous regardez notre petite vidéo dessus, vous verrez que le sapin de Noël, en fait, apparaît en Europe chrétienne beaucoup plus tardivement. Je ne crois pas qu'il y a de traces
du cyprès de Noël en Syrie, dans l'Antiquité. Et le truc, c'est que, bon, admettons, c'est le soleil de midi, etc. Bon, ok, mais c'est pas le seul hôtel du genre qui existe. Là, je peux en trouver un autre hôtel palmyrène qui se trouve au musée d'art de Cincinnati. Vous avez une figure solaire, une dame avec une lance, un soldat, et puis Poséidon, enfin ça a l'air parce qu'il a un trident. Ben, je pourrais dire que c'est le soleil qui change de sexe en plongeant dans l'océan primordial, parce que ça devient Poséidon qui est l'océan, et puis du coup ça cause des tremblements de terre. Parce que c'est le mythe du plongeon primordial que je peux trouver, qui est très ancien, il suffit de lire le Quelec, ça se sait. Enfin, je veux dire, si on traite un hôtel où il y a 4 images dessus comme une espèce de bande dessinée cosmique, on pourrait faire un peu n'importe quoi. Et surtout, admettons que Cumont a parfaitement raison, que c'est le soleil levant, le soleil de midi et le soleil de la nuit. Encore une fois, ça pourrait être le cycle journalier du soleil. Ça pourrait être le soleil levant le matin, le soleil de midi à midi et le soleil du soir le soir. Ça ne veut pas forcément dire que c'est au solstice, le cycle étalé sur l'année. Encore une fois, ça c'est une conception beaucoup plus répandue. Et donc bon, Saturne. Admettons, le Soleil devient Saturne la nuit, ou bien il devient Saturne quand il passe dans l'hémisphère inférieur. En quoi ça nous avance par rapport à dire que c'est Dionysos ou Hadès, ce qui fait partie plutôt de nos sources explicites? Eh bien, vous vous rappelez peut-être d'une autre chose. Là, c'est un peu le endgame de C'est pas sourcé. Tout le monde est là, il y a toutes les timelines qui se rencontrent. Ce sont les actes de Saint Dacius, rédigés au IVe siècle, qui nous parlent d'une fête des Cronias, donc liée à Chronos, Saturne, où ils doivent désigner un roi des Cronias, un roi de ces espèces de Saturnales, qui pourra faire ce que bon lui semble pendant un mois avant d'être sacrifié. Dacius est un bon chrétien, il refuse, et il est tué. Mais là, c'est plus intéressant, il est tué le 20 novembre. Ah ah. Or, on a l'Héliodoucia le 22 novembre, le début des Brumalia, la Bruma, le 24 novembre. Le fait qu'on nous dise que sur le Danube, ils ont des fêtes de Saturne qui durent un mois, comme les Brumalia, et qui commencent le 20 novembre, ou qui ont l'air de commencer puisqu'il est tué au début, ça a l'air quand même de nous interpeller. Si je les mets côte à côte d'ailleurs, parce que les Brumalia ou les Cronias, ça a surtout l'air d'être un prolongement en arrière des Saturnales, du 17 au 23 décembre, ça varie un petit peu. Vous avez le Natalis Invicti juste après. Les Brumalia, c'était du 24 novembre au 17 décembre, on ne sait pas avec quel point c'était ancien. Et puis vous avez ces Cronias des actes de Saint Dacius, qui seraient du 20 novembre au 20 décembre. Mais du coup, le Natalis Invicti viendrait juste après. Je rajoute encore, puisqu'on a ce sacrifice horrible de Dacius, quelque chose qui est souvent lié, c'est les Munerae, donc des combats de gladiateurs qui étaient voués, suivant certains témoignages, à Saturne, et donc on pouvait peut-être voir comme des espèces de sacrifices humains, et qui seraient peut-être liés à ce genre de témoignages, et ils avaient lieu un peu avant ou après les Saturnales. C'est probablement ce genre de choses que Julien mentionne quand il dit les tristes spectacles de cette époque-là, donc des spectacles sanglants. Le grand avantage en fait de faire tous ces liens et de dire le soleil en fait c'est le soleil de la nuit, c'est Saturne, c'est que ça nous permettrait peut-être aussi de dire que les Saturnales en fait depuis très très longtemps ça a toujours été une fête solaire ou une fête du cycle solaire, et que le soleil qui devient Saturne, ça explique en fait pourquoi on fêtait les Saturnales à cette période, et donc de faire reculer tout ça à une très haute antiquité. Maintenant, je ne crois pas qu'il y a de preuves très solides pour ça. Un post-scriptum avant de conclure, je vous prends 2 exemples parallèles qui, à mon avis, ne nous apportent pas grand-chose parce qu'ils sont un peu trop éloignés, mais c'est la... En fait, oui, ils nous apportent quelque chose parce qu'ils nous montrent que cette façon de voir les choses, elle existe. C'est-à-dire peut-être que notre théorie-là, elle ne tient pas debout, mais pour rendre ça un peu plus plausible, je vais dire, bon, examinons un peu des gens qui pensaient un peu pareil. Déjà en Mésopotamie, il y avait des rituels au solstice, notamment il y avait le 11 Tammuz et le 3 Tébet, il y avait 2 statues qui quittaient un temple de Marduk à Babylone et qui se rendaient au temple de Nabu à Borsippa et qui faisaient le voyage inverse à l'autre date. Et ils disent parce que elles font le voyage dans un sens parce qu'il faut faire s'allonger les jours, et elles font le voyage dans l'autre sens parce que les jours se rétrécissent. Alors c'est peut-être pas le jour même du solstice, mais ça montre que comme les jours s'allongent, on va faire ça, comme les jours se rétrécissent, on fait ça. Donc avoir des rituels au solstice, c'est pas impossible pour la Mésopotamie. Et on a un parallèle mésopotamien avec le dieu Nergal. Alors Nergal, c'est un dieu qui est le parèdre, enfin
Même, je crois, il est marié à Ereshkigal, qui est la déesse des enfers, enfin de l'au-delà, je veux dire les enfers, hein, mais c'est un peu ce qu'en anglais on appellerait le underworld, le monde inférieur, le monde des morts. Il est son mari, il est lié au monde des morts, il est lié à la maladie, à la peste, ce genre de choses, et donc il est lié aussi à la guérison. Et ça, c'est un rituel de guérison avec du tambour, des trucs, enfin ça n'a pas l'air d'un rituel très agréable, mais à la fin, on nous dit du 18 Tammuz, donc en été, au 28 Kislev, en hiver, 160 jours. Le 18 Tammuz, Nergal descend aux enfers. Le 28 Kislev, il remonte. Shamash et Nergal sont un. Donc on nous dit Nergal, 160 jours, c'est presque la moitié de l'année, et les deux dates, elles correspondent assez bien au solstice. Alors là, c'est pas, il descend pas en novembre, mais on nous dit, bon, au solstice d'été, il descend. Bon, ça a l'air un peu radical, quoi, parce qu'au solstice d'été, le soleil, il est encore plein de forme, quoi. Il est quand même au plus haut de sa forme. On nous dit, il descend dans le monde inférieur et il remonte lors du solstice. Et ça pourrait être une fête solaire si jamais Kislev, le calendrier babylonien, s'est transmis, c'est devenu le calendrier juif. Et donc il y a aussi eu des tentatives de lier ça à la fête de Hanouka, où on allume les lumières de la Hanoukia, du chandelier à 9 branches. D'interpréter Hanouka comme une fête solaire, ça a été fait. Donc ça a pu être lié à ça. Et on nous dit que Nergal est le soleil, donc c'est intéressant. Dans une tradition très ancienne, donc de l'époque cassite, là on est peut-être au XIIe siècle avant notre ère, un ménologue qui nous parle de rituels et de choses mois par mois nous dit même le puissant héros Nergal remonte des enfers. Donc déjà au XIIe siècle, il y a une tradition de Nergal qui remonte à ce moment-là. Bon, peut-être pas encore lié au soleil, mais ça a l'air déjà établi. Nergal solaire, c'est peut-être parfait pour nous, parce que par rapport à nos théories, il y a plein de liens. Alors il y aurait un bond de plusieurs siècles, et puis il faudrait les connecter, ce serait un peu compliqué. Mais il est lié au coucher du soleil. Donc puisqu'on cherche la source d'une Héliodoutien, un coucher du soleil, c'est pas mal. Hutu lui a établi un trône pour juger au coucher du soleil, pour juger les morts notamment. Il est désigné comme le roi du coucher de soleil. Il est lié au monde des morts parce qu'il est le juge du monde inférieur. Par contre, il n'est pas du tout lié à la planète Saturne. Ça nous aurait arrangé qu'il soit lié à la planète Saturne. Sa planète, à Nergal, c'est clairement Mars. Et puis, il est aussi lié au soleil levant. Donc, il n'est pas systématiquement lié au soleil couchant. Ce qui est intéressant par rapport à Saturne, c'est qu'il y a une espèce de lien avec le sort de Chronos ou de Saturne, après qu'il ait été détrôné par Zeus ou Jupiter. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Jupiter détrône son père Saturne, ou Zeus détrône son père Chronos. Qu'est-ce qui lui arrive ? Alors il y en a qui disent qu'il est banni dans le Tartare, d'autres qu'il est dans l'hémisphère sous terre, d'autres qu'il est dans la sphère céleste la plus éloignée, ça devient un peu cosmique, ou une île aux extrémités du monde à l'ouest, là où le soleil se couche. C'est ce que Plutarque nous rapporte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir de similaire avec Hutu, mais en fait peut-être que c'est simplement une similarité entre Mésopotamie et Rome, c'est que l'idée que le coucher de soleil et le monde des morts sont liés, que l'entrée du monde des morts elle est à l'ouest où le soleil se couche, c'est une idée partagée entre la Mésopotamie et Rome, qui peut-être lie ces deux histoires sans forcément les lier sur ce plan-là, en fait. Elle partage simplement une idée qui viendrait ultimement de Mésopotamie. Mais, quitte à faire des liens, ça pourrait marcher. Encore une fois, Nergal ne marche pas tout à fait, parce que sa planète à lui, c'est plutôt Mars, mais les associations, en fait, les associations d'idées dans l'astronomie mésopotamienne, c'est un peu frustrant, parce qu'ils font un peu les choses qui les arrangent. Typiquement, il y a Nibiru, c'est la planète, l'astre de Marduk, et il y a toutes des théories du complot sur le fait que c'est une planète fantôme de notre système aujourd'hui, qui contient des aliens reptiliens qui passent à côté de nous et qui nous envahissent. Donc ça, du côté des soucoupes volantes des pyramides de l'Atlantide, c'est assez populaire. Dans l'astronomie mésopotamienne, en fait, Nibiru, ça veut basiquement dire n'importe quel astre à peu près brillant au début de l'année, ce qui correspond à peu près à Mars pour nous, au printemps. Puis donc, à une certaine période, ça peut être Mercure, à une autre période, ça va être Jupiter, parce que c'est Jupiter qui est visible, et parfois, ça va même être une étoile fixe, en fait. C'est-à-dire que c'est le début de l'année, on a besoin d'un présage qui soit positif ou négatif, mais un présage qui soit lié à Marduk et au roi, et donc on va prendre n'importe quelle étoile à peu près brillante, puis dire c'est celle-ci l'étoile de Marduk. Et les associations de divinités à des planètes, c'est pareil, elles peuvent fluctuer énormément suivant ce qu'ils ont besoin de conclure dans leur horoscope du moment. Un tout dernier calendrier avant de vous libérer. Il vient des papyrus grecs magiques, donc c'est un univers assez fantasmagorique, de sortilèges, de dessins. Enfin, vous voyez ici des petits dessins, des bonhommes
extrêmement attendrissants qui sont dessinés dans ces papyrus magiques avec des sortilèges, des onomatopées, des rituels étranges. Là, vous en avez un, j'ai mis un extrait où vous avez toutes ces formules magiques, ces longues séries de voyelles, I, A, O, qui servent de formules magiques. Abraxas, le faucon de l'autre côté du bateau, vous accueille dans son propre langage et crie pour recevoir de la nourriture, hi 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 hi, tip 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 tip, donc un cri d'oiseau parfaitement naturaliste. Hein. Et ensuite on nous dit que le dieu rit 7 fois, ha 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 ha. Bah oui, c'est très exubérant, c'est plein de formules magiques, de mots de différentes langues qui ont été mêlés ensemble. Et en l'occurrence, on a un papyrus grec magique de Leiden, qui est le numéro 13 des PGM, je crois, et qui contient un calendrier qui ressemble un peu à ce qu'on cherchait avant. C'est-à-dire qu'il parle, il dit le nom du grand dieu, écris-le dans du natron, donc c'est du sel spécial, et il nous parle du crocodile en forme de faucon qui fait du bruit, il accueille le dieu 4 fois dans l'année, et donc il nous parle des véritables entrées du dieu solaire 4 fois dans l'année, et il est accueilli par un grand bruit ou un petit bruit par cette divinité. C'est un peu confus, hein, mais en gros il nous parle de 4 temps forts. Le premier tournant du cosmos appelé l'augmentation, ensuite il y a l'exaltation du soleil, ipsoma, donc là ça nous intéresse parce qu'il parle, c'est un calendrier qui inclut justement de nouveau une exaltation, comme dans le parapegme d'Oxford, qu'on appelle aussi la naissance d'Horus. Ah ben voilà. Donc là, on voit que on a cette idée de naissance d'Horus plus exaltation du soleil. C'est tout à fait ce qu'on cherche, même si c'est pas une naissance au solstice, ce serait une naissance à l'exaltation. Ok. Il y a le lever de l'étoile Sirius, ça nous aide bien parce que ça, c'est un événement, on sait quand il a lieu. C'est à peu près le 19 juillet. Ok, très bien. Et enfin, le tournant descendant. Je vous ai dit tropé, tournant, c'est le terme grec pour le solstice, mais ça peut aussi simplement vouloir dire tournant. Qui nous dit que ce serait la fin de la crue du Nil et l'abaissement du soleil. Et on nous dit que c'est la naissance du cosmos et du soleil. Ce qui est particulièrement intéressant pour nous, et qui est très symptomatique de ce dont je parlais avant, c'est que Preisendanz, quand il édite ce manuscrit, enfin ce papyrus en 1931, il dit « Die man nennt Geburt des Horus Winterwende », ce qui veut dire la naissance du soleil, la naissance d'Horus, et il dit « Winterwende, solstice d'hiver ». Pourquoi ? Parce que plus tard qu'il parle du solstice d'hiver. Mais en fait, si vous regardez les 4 temps forts qu'on nous a dit, ça peut très difficilement être le solstice d'hiver, parce qu'avant ça, la naissance d'Horus, on dit que c'est l'exaltation du soleil, donc c'est pas au solstice, et on nous dit qu'avant ça, il y a un tournant du cosmos qui s'appelle l'augmentation. Et il ne pourrait pas y avoir l'augmentation avant le solstice, puisque jusqu'au solstice, le soleil perd en lumière et en force. Donc ça paraît bizarre qu'on ait le solstice. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment le réflexe, comme plus tard qu'il a dit Horus au solstice, on dit bon c'est le solstice. Alors que si vous lisez la logique du manuscrit, le premier tournant, l'augmentation, c'est probablement le solstice d'hiver. C'est ce que propose Betz en 1986. Solstice d'hiver au premier tournant. L'exaltation du soleil et naissance d'Horus, ce serait l'équinoxe de printemps. Le lever de l'étoile Sirius, c'est en été. Et puis le tournant descendant et la crue du Nil. La crue du Nil, on sait que c'est en automne. C'est à l'automne, près de l'équinoxe d'automne. Alors, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, peut-être pas exactement les équinoxes, mais ça a l'air d'être en tout cas le printemps et l'automne. Une autre possibilité que je mentionne, c'est que le premier tournant de l'augmentation, ce serait l'équinoxe de printemps, le solstice pour l'exaltation du soleil, 19 juillet, équinoxe d'automne, ce serait un peu plus bizarre, c'est moins symétrique que ce que Betz propose, ou alors il ne nous les dit pas dans l'ordre, mais là c'est qu'il est vraiment en train de se payer notre tête, quoi. Or, une naissance d'Horus à l'équinoxe de printemps, il faudrait prouver que ce soit l'équinoxe, je ne sais pas si c'est prouvé, mais il dit que quand Sirius se levait le 1er de Thoth, le 28 Farmouti tombait à l'équinoxe. Et comme je vous l'ai dit avant, quand Sirius se levait le 1er de Thoth, c'est arrivé en l'an 139. Et il propose donc que le 28 Farmouti, qui était l'anniversaire d'Horus, qui tombait à l'équinoxe, que ce papyrus a été écrit en l'an 139. Pour l'équinoxe d'automne, qui est aussi appelé naissance du cosmos et du soleil. Alors c'est bizarre, parce que vous avez une naissance d'Horus là, et là vous avez une naissance du soleil. C'est bizarre. Comment ça se fait ? Alors ça pourrait être le nouvel an, mais il a dit, c'est pas tout à fait possible, parce que le nouvel an serait au lever de l'étoile Sirius d'après lui. On pourrait dire peut-être que c'est une année, changer de théorie et dire que c'est plutôt une année où le nouvel an tombait à ce point-là, en automne.
Mais ce que lui il propose, c'est que Plutarque mentionne une fête que je trouve assez mignonne et qui en fait correspond très bien à ce qu'on cherchait. C'est une fête, après l'équinoxe d'automne, le 23 du mois Phaophile, il célèbre la naissance des bâtons du soleil, pour désigner que cet astre qui s'éloigne obliquement de nous et qui a souffert une diminution de chaleur et de lumière a besoin pour ainsi dire de soutien et d'appui. Donc comme dans l'énigme du Sphinx, le soleil vieillirait, il a besoin de bâtons, et donc on aura une fête pour les bâtons du soleil. Bon, alors, on peut imaginer des plaisanteries plus douteuses, mais ce que je trouve mignon, il y a toujours le problème de Plutarque qui nous donne son équinoxe, alors qu'on ne sait pas tout à fait si c'est ce que les Égyptiens fêtaient, mais ça pourrait être, à mon avis, quelque chose qu'on pourrait rajouter à notre dossier, que, en tout cas, cette idée, elle existait. Donc, si je fais un tableau de tout ça, on a quelques mentions d'exaltation du soleil, de cette descente au bruma fin novembre, et de la renaissance du soleil, du solstice d'hiver. Est-ce que vraiment ça nous montre une antiquité ultime, une préhistoire ultime, où tout ça a toujours été une logique que tout le monde a compris? J'ai pas l'impression, ça n'a pas l'air si cohérent que ça. Mais c'est une théorie intéressante. Une petite conclusion là-dessus, sur les difficultés qu'on touche à tout ça. Je vais faire quelques petites remarques de fin. La première, c'est que étudier les calendriers antiques rend fou. Là, par exemple, vous voyez un schéma parfaitement limpide de David Romeuf qui essaye de comprendre le calendrier gaulois de Coligny. C'est simple pourtant, vous voyez pas, et les flèches bleues, les flèches rouges, c'est limpide. Et en fait, c'est vraiment très prise de tête. C'est vraiment très prise de tête parce que soit vous avez un peuple comme les Égyptiens où ils ont vraiment utilisé le même calendrier sans bouger pendant des millénaires, la plupart des gens ne fonctionnent pas comme ça. Et donc, une théorie qui est satisfaisante intellectuellement et rationnellement va probablement pas correspondre à la réalité. Parce que malheureusement, c'est des régularités c'est rare que ce soit aussi régulier qu'on aimerait. Le deuxième point, c'est qu'on remarque encore et encore une tendance à cette complexité qui nous rend fous pour la démêler. Dès qu'on voit quelque chose qui ressemble vaguement au solstice, on se précipite dessus parce qu'on dit c'est le solstice, c'est un point de repère. C'est comme si on était perdu dans une tempête de confusion. Et quand on voit un truc qui nous fait penser au solstice, c'est comme si on touchait terre et on se précipite dessus. Que ce soit les tentatives de comprendre le calendrier égyptien et de le faire commencer après le solstice d'été, que ce soit Price and Dance qui voit naissance d'Horus et qui dit immédiatement c'est le solstice d'hiver alors que ça colle pas du tout avec ce qu'il a sous les yeux, que ce soit Brooks qui dit bah évidemment le soleil au solstice comme chez Macrobe, que ce soit même des spécialistes de Mésopotamie qui ont essayé de trouver la même chose en Mésopotamie, que ce soit des gens qui disent le calendrier identitaire, bah forcément ça commence au solstice, festival d'Isis, éclipse de lune. Il y a vraiment... C'est pour ça qu'il faut se méfier de ces théories, parce que c'est aussi des théories qui nous empêchent un peu de penser, parce qu'on aime cette logique, et on se laisse emporter par cette logique, et on oublie de voir que ce que ça ne nous explique pas. Et on multiplie des contre-exemples, que ce soit en Mésopotamie, où on dit ça n'a pas l'air d'indiquer le besoin de renforcer un soleil qui dépérit, ou que Brooks lui-même, qui parlait justement de petit soleil et de grand soleil, d'une manière qui contredisait littéralement ce qu'il venait de dire. On se débat donc avec des synthèses modernes. On a tous ce 19e siècle, ce 20e siècle qui ont accumulé des théories pas toujours judicieuses, mais elles-mêmes, elles se débattaient avec des synthèses antiques. Quand on a Plutarque, ou Macrobe, ou Épiphane, ou qui que ce soit qui nous parle de ça, on n'a pas un journaliste ou quelqu'un qui a une perspective purement documentaire sur des faits. C'est souvent des gens qui réinterprètent ou qui démêlent des interprétations et qui donnent des bons et des mauvais points. En définitive, il ne nous reste que des traces calendaires. Des manuscrits, quelques éléments archéologiques, des images encore plus difficiles à interpréter, et on essaye de reconstituer quelque chose de logique et de cohérent, mais souvent on reconstitue simplement quelque chose qui nous satisfait. Qui a fait naître et moi... Donc maintenant on arrive à la fin de l'enquête, les suspects. Alors là c'est un dossier qu'on pourrait ouvrir pendant très longtemps parce qu'on n'a pas d'indice très clair pour les coupables si on veut. Disons, des interprétations solaires de la mythologie, on en a celles qui sont rapportées et rejetées par Plutarque, déjà au IIe siècle. On a les mythologues classiques comme Diodore ou le pseudo-Manéthon, les stoïciens comme Chérémon ou Poséidonios. Poséidonios lui-même, il avait apparemment aussi fait des machines assez proches du mécanisme d'Anticythère, où vous tourniez une manivelle et les planètes tournaient. Il a été actif sur l'île de Rhodes aussi, où il y a un culte du soleil assez ancien. Enfin, on pourrait pointer de son côté les néoplatoniciens comme Porphyre ou le revival païen comme Julien ou Macrobe.
Mais se pose aussi la question, est-ce que ces interprétations sont restées une construction savante ou est-ce qu'elles ont conquis les foules? Est-ce qu'il y a vraiment eu un reflet rituel ou bien est-ce que c'est toujours resté quelque chose qui satisfaisait des érudits? Et est-ce que ça a duré longtemps? Parce que si ça se trouve, c'est des choses qui se sont construites vraiment... on a notre première trace en 354, peut-être que c'est quelque chose, quand elle a été consignée, elle avait que quelques décennies, cette fête, qui nous fait parler encore aujourd'hui. Ou bien, on peut à l'inverse faire reculer ça dans une très haute antiquité et dire les Saturnales ont toujours été solaires. Moi, ça ne me convainc pas vraiment. C'est pas possible d'exclure un scénario où ça émerge avant Noël. Je pense que c'est le problème. Je comprends les gens qui ont tendance à dire il faut rejeter les trucs païens parce qu'en fait, notre vidéo sur Noël, elle était très équilibrée. Elle disait il y a les deux possibilités, on ne peut pas trancher définitivement. Qu'est-ce que c'est l'effet de ça quand vous le dites aux gens? C'est ah bon, bah dans ce cas, ça veut dire que ce que je croyais avant, je peux continuer à le croire. En fait, ça incite pas vraiment les gens à se remettre. Quand vous êtes équilibré et nuancé comme nous qui sommes parfaits, ça incite pas les gens à se remettre en question parce qu'ils regardent la vidéo et se disent oh là là, est-ce que je vais devoir apprendre, est-ce que je vais risquer d'apprendre quelque chose, je vais risquer de devoir remettre quelque chose en question. Et quand vous leur dites non, à la fin ils disent ouf, soupir de soulagement. Je peux continuer à répéter ce que je répétais avant, je peux continuer à croire ce que je croyais avant, tout va bien. Tant mieux. Mais c'est là que je comprends les gens un peu qui ont décidé d'aller dans l'extrême inverse et de dire il n'y a jamais eu d'origine païenne parce que, pas forcément parce que c'est faux, mais parce que ça nous fait perdre tellement de temps, parce que ça aboutit à tellement de choses répétées qui n'aident pas à comprendre ces phénomènes et qui même se concentrent sur les parties les moins intéressantes. Mais donc, il y a un scénario possible pour avant Noël. Il y a un ancien concept romain que le soleil se renouvelle au solstice. Il aurait été mêlé à des concepts égyptiens ou des auteurs gréco-romains qui projettent sur l'Égypte. C'est pas très différent. Hein. Peut-être qu'ils ont lu des traités sur l'Égypte, des interprétations, ils ont projeté ce qui les arrangeait et ils ont inventé un cycle du soleil tel que celui qu'on peut trouver dans le papyrus de Leiden ou dans le parapegme d'Oxford. D'ailleurs, on s'inscrit dans une période où il y a une série de cultes locaux qui sont récupérés par un public gréco-romain qui les adapte à leurs besoins. Vous avez le culte de Cybèle en Anatolie, bon ça date, hein, il a été importé à Rome à date très ancienne, on a un épisode dessus, il est super. Il a été importé à Rome et il a servi des buts et des besoins romains. Vous avez le Mithra perse qui devient le dieu central d'un culte à mystère romain avec des statues de l'astrologie gréco-romaine. Vous avez la déesse d'Isis en Égypte, une déesse très ancienne qui a été récupérée et adaptée pour en faire un culte à mystère pour un public plus large dans l'Empire romain. Vous avez Apis et Osiris qui ont été combinés pour créer le dieu Sarapis qui s'adresse plutôt à un public hellénisé. Et même, on peut dire, c'est un peu ce qui se passe aussi avec le passage du judaïsme au christianisme. Vous aviez le judaïsme qui était une religion liée à une population particulière, liée à une région particulière, la Judée et sa diaspora, et qui est transformée par le christianisme qui reprend certaines de ses références, ses textes sacrés, ses concepts, mais qui va les adapter et les généraliser à un bien plus large public, qui va être ouvert à un public romain et grec, et au-delà de ça, beaucoup plus large. Donc peut-être que dans cette dynamique-là, il y a quelqu'un, un créateur de religion, un entrepreneur religieux, si on veut, qui a été pioché 2-3 trucs en Égypte, qui les a peut-être même pas compris lui-même, ou par des intermédiaires, et qui aurait bricolé ça. Je sais pas, c'est une possibilité, mais en tout cas, je pense que c'est un peu facile de dire qu'il n'y a aucun élément pour soutenir cette théorie. Voilà, c'était notre petit cadeau de Noël, ou cadeau de solstice, aux gens qui auraient voulu dire que Noël c'est païen. Vous avez maintenant quelques billes supplémentaires peut-être, j'espère que ça vous aura intéressé, et du coup je vous souhaite un joyeux Noël, ou un joyeux solstice.